Bienvenue dans l'univers Lens Foot, l'émission 100% Racing Club de Lens. Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devra être dit sera dit. Regardez avec moi ce soir la Dream Team des consultants de Lens Foot. On a Eric Sicora, on a Sylvain Charlet de France Bleu Nord, on a Guillaume Gillet, le beau blond, et puis on a Rémi Buzine, l'homme qui fait beaucoup parler de lui en ce moment, les copains. Salut. Salut. D'ailleurs, avant de commencer l'émission, on va quand même dire qu'on a la chance d'avoir quelqu'un parmi nous qui va avoir un entretien exclusif avec une personne que tout le monde connaît. Après, on aime ou on n'aime pas. Mais Rémi Buzine va avoir un entretien exclusif, les gars, jeudi 3 décembre avec un certain Emmanuel Macron. Rien que ça. Sympa. Le vrai. Ah, mais non, oui. Écoute, on va essayer de prendre les questions des gens. Ça va être un moment assez important et l'idée, c'est il y a beaucoup de sujets en ce moment avec l'article 24, la sécurité globale et tout. Enfin, il y a beaucoup de manifestations ces derniers temps, des violences policières et tout. Donc, ça va être un vrai sujet et j'espère qu'on pourra porter les questions des gens parce que moi, c'est toujours ce qui me tient à cœur. Bah écoute, si tu peux lui parler de Lens Foot, tu le salues de notre part. Allez, on y va, on commence l'émission, bien évidemment. On va commencer cette émission Lens Foot épisode 8 par un hommage à un ancien joueur lensois, Papa Bouba Diop, qui nous a quittés dimanche à l'âge de 42 ans. Il était atteint de la maladie de Charcot. On a tous été très touchés, par cette disparition tragique et soudaine. On présente, toute l'équipe de Lens Foot et moi, on présente bien évidemment nos sincères condoléances à sa famille et ses proches. Eric, tu le connaissais bien, Bouba Diop? Ouais, je le connaissais bien. C'était un ami. Il s'était marié avec une amie proche. Ouais. Et j'avais connu comme footballeur. Et puis après, on a tissé un peu plus de liens. Et c'était un mec extraordinaire, avec une gentillesse, un respect, toujours ce petit sourire calme, sensible. C'était vraiment le super mec, quoi, tu vois. Et tu l'entendais pas trop. Il était un peu introverti, mais c'était l'opposé d'Eladji Diouf, parce que c'est un Sénégalais aussi. Mais tu vois, c'est vraiment une grande tristesse. Et je pense que pas mal de gens ont été touchés, pas mal de joueurs ont été touchés. Et ça prouve l'importance et le charisme qu'il avait Bouba. Et on remarque bien évidemment pour ceux qui écoutent l'émission en podcast que Eric porte le maillot de Bouba Diop. Sylvain, un mot pour rendre hommage à Bouba Diop. Mais moi, là au-dessus, j'ai été marqué parce qu'on en a parlé dans l'émission ce lundi soir sur France Bleu Nord, dans Tribune Nord, et Eric pourra peut-être le confirmer. C'est-à-dire que c'était pas seulement un génial, un super joueur de foot. Tu l'as un peu effleuré le sujet, Eric. Voilà, c'était une belle personne. Et on en parlait dans l'émission. On rappelait qu'il s'investissait aussi en dehors du foot. C'était quelqu'un qui était proche des gens et qui prenait des nouvelles des supporters et qui prenait aussi des nouvelles des gens qui étaient en galère, en fait, dans la région. Il s'investissait, il en parlait dans le vestiaire. Rémi ? Ça nous fait revenir très longtemps en arrière, il y a une vingtaine d'années. Je veux dire, le début des années 2000 où le Racing était encore en premier plan à ce moment-là. Un milieu de terrain qui était très intéressant, puissant. Enfin, ça rappelle beaucoup de souvenirs, je pense, aux supporters du Racing, comme moi, qui devait avoir une dizaine d'années à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est une grande tristesse. Et puis, c'est aussi beaucoup de souvenirs. C'est le but contre l'équipe de France aussi, faut le rappeler, si on part en dehors du Racing. Donc, c'est un joueur qui a été valeureux, courageux, qui a apporté beaucoup de bonnes choses au RC Lens et qui a été un des grands artisans, je pense, du football sénégalais, pour en parler en bien à l'international. Mais c'est vraiment une drôle de période quand même, tu te dis, mais en plus, il avait quel âge, papa? Il avait 42 ans. Il y a eu un message très touchant de Eladji Diouf, t'en parlais tout à l'heure, Eric. Eladji qui écrit: c'était plus qu'un coéquipier, c'était un frère. Aujourd'hui, tout le Sénégal est triste. C'était un joueur hors norme, une personne qui partageait, quelqu'un qui avait à cœur de travailler pour son Sénégal natal et son Afrique natale. On va terminer cet hommage avec quelques messages de supporters sur les réseaux sociaux. Krabi qui fait: passons très vite à 2001, repose en paix.
papa embrasse Marco, Daniel et Arnold pour nous. On a un autre message, toutes mes condoléances à la famille. Nous perdons aujourd'hui un membre de l'histoire. Merci pour tout ce que tu as fait et repose en paix, champion. Et puis un dernier, qu'est-ce que j'avais kiffé ce joueur à l'époque du Racing Club de Lens avec le maillot sang et or, puis sa carrière en première ligue, 1m95 pour 95 kilos, milieu défensif, un colosse, paix à son âme. Je n'oublierai jamais le quart de finale de la Coupe du Monde 2002, Turquie-Sénégal. Voilà, donc encore une fois, je souhaite plein de courage et de force à sa famille et ses proches pour cette douloureuse épreuve. On commence donc Lance Foot épisode 8 avec la première partie, c'est le café crème et le tacle par derrière. On y va. Le café crème et le tacle par derrière. On va commencer par regarder le café crème des supporters. Comme chaque semaine, on leur demande de voter sur les réseaux sociaux. Ils ont voté. Qui est votre café crème de la rencontre ? Eh bien, c'est Arnaud Kalimuendo avec 48%. Deuxième, Gaël Kakuta, 38%. Loïc Badet, troisième avec 10%. Eric, ça tombe bien puisque toi aussi, tu veux payer un café crème à Kalimuendo. Ouais, je pense que le supporter, les 3 joueurs qui sont cités sont ceux qui sortent du lot et de ce match-là. Ouais. Moi, j'ai bien aimé Kalimuendo dans tout ce qui est appel en profondeur, dans le jeu de fixation, dans les remises. Il a été très important. En plus, il met un super but. Le timing, il est parfait avec la passe de Gaël. Parce que s'il part trop tôt, il est hors jeu. Si la passe elle part trop tard, il est hors jeu. Donc, le timing, il est vraiment bon. Il y a peu d'espace dans le dos du défenseur et entre le gardien. Et le ballon, comme disait Sylvain pendant la retransmission, le ballon il arrive de derrière, donc c'est pas facile de la mettre comme il l'a mise. Et sincèrement, moi c'est le joueur qui sort du lot avec Gaël, mais je pense que lui il a posé énormément de problèmes à la défense angevine. On va en parler dans un instant de Gaël Kakuta. Avant, Sylvain, tu veux rebondir sur Kalimuendo ? Il va falloir que tu appuies sur ton petit micro. Ton micro est coupé, Sylvain. Voilà, appuie. Voilà. Je commence dans le métier, je suis désolé. J'apprends, tu veux parler, ouvre ton micro, je débute. Allez, non, mais pour aller dans le sens de ce que disait Eric, moi, ce que je trouve intéressant chez lui, c'est que le Bino, il a 18 ans. Il débarque dans un club. Et déjà, a priori, il s'est fait une place assez rapidement dans le vestiaire. Et puis sur le terrain, il démontre qu'il est un vrai bon choix. Enfin, c'est-à-dire que voilà, c'est un choix supplémentaire offensivement pour le coach, et déjà 2 buts inscrits pour ses débuts en professionnel. Non, voilà, ça va être une belle opportunité à saisir tout au long de la saison pour Francaise pour permettre à ses attaquants de souffler. Je pense à Sotoka, je pense à Ganago en priorité. Rémi Buzine de Brut. Puis c'est une très bonne nouvelle parce que c'est vrai qu'on voit que Ignatius Ganago pour l'instant n'est pas encore revenu à son meilleur niveau, donc le fait que le coach puisse avoir différents choix, qu'il puisse prendre on va dire le relais, et en plus le relais dans un profil qui est assez similaire, c'est vrai que c'est ça qui est intéressant. À partir du moment où on avait Ignatius Ganago qui était absent, on se disait qui peut prendre la relève. Là, ce qui est intéressant, c'est que Arnaud Kalimuendo, justement, il a des qualités assez similaires, et dans le système de jeu qui est aujourd'hui celui de Francaise, ça match plutôt pas mal, donc c'est plutôt une bonne nouvelle, et il est à l'aise très rapidement, il s'est très vite adapté au collectif lensois, donc super nouvelle. Le café crème de Sylvain Charlet de France Bleu Nord, lui, il veut payer son café à Gaël Kakuta. La passe. En fait, comme l'a sous-entendu Eric, on a commenté le match ensemble la dimanche sur France Bleu Nord. Et en fait, je sais pas vous, mais moi, en fait, je la vois pas venir. On a tous été surpris. En fait, on le voit pas. Il y a un 1-2, il s'appuie sur Doucouré, qui lui remet, ça lui permet de se libérer du marquage, parce que je l'ai revu plusieurs fois. Et derrière, il envoie un truc. En fait, ça m'a fait penser à une passe laser dans une raquette de basket, en fait. Et non, mais c'est un truc de dingue, parce que au début, je me suis même demandé, mais il a voulu frapper, en fait. Et elle va à une vitesse, et tu te dis, mais moi, j'aimerais bien être dans sa tête pour savoir ce qui se passe à ce moment-là, en fait. Comment il décortique le truc. En fait, tout doit s'arrêter, en fait, dans son esprit. Il voit l'espace, il voit tout le truc. Enfin, moi, vraiment, je parlais familièrement, j'étais sur le cul. La passe. Guillaume Gillet. Ouais, c'est vrai que c'était une passe fantastique. Et ce qui est important de souligner, on revient aussi sur Kalimuendo, c'est d'avoir des joueurs qui voient, qui sentent que Gaël est capable de mettre ce genre de ballon. Est-ce qu'il part un peu avant ? Est-ce que c'est Kali qui déclenche la passe finalement ? J'ai pas revu. Je sais pas lequel des deux, mais en tout cas, il faut qu'il y ait une synchronisation parfaite. Et c'est vrai, quand on a la chance d'avoir un joueur
qui a une vision du jeu comme Kakuta, il faut pouvoir compter sur des attaquants qui lisent bien, qui sentent qu'il est capable de jouer ce genre de ballon. Et ça fait bien. On a eu quelques messages là, tiens, sur Kakuta. Regardez, Étienne qui fait Gaël Kakuta a été bien trop absent dans l'animation générale, à mon sens. En tout cas, bien plus transparent que d'habitude. Kalimuendo mérite le café crème, même si je le trouve moins gênant pour la relance adverse que Ganago en début de saison. Et puis un autre message de supporter, Alan. J'ai mis Gaël Kakuta pour sa passe laser, comme le disait Sylvain Charlet. Mais Florian Sotoka mérite aussi, franchement, toujours là, à revenir faire les efforts, sans rechigner, faire les décalages qu'il faut. Dommage que ça passe pour Fofana n'est pas dans les filets. En tout cas, il mérite d'être cité. Apparemment, t'es pas d'accord avec Sotoka et Alan, Eric, Non, c'est ça? bon, pas du tout. Sur ce match-là, autant il a été bon les matchs précédents, Ouais. et je l'ai trouvé en dessous. On l'a pas vu, hein. On l'a pas vu. Et Ouais. c'est ce que je disais à un moment à Sylvain pendant le match. Je dis, on le voit moins que d'habitude. Il pèse moins, il est moins influent dans le jeu. Après, attention, ça peut arriver. Hein, c'est pas, c'est sur ce match-là, c'est pas le début de saison. Ouais. Mais j'ai trouvé moins bien que les matchs précédents, en dessous de ses prestations habituelles. Guillaume? Je me demande si on tombe pas aussi un peu dans les travers d'une rotation permanente au niveau des attaquants, ce qui fait que je pense que les attaquants sont des joueurs à part qui ont besoin de confiance, et donc quand on joue un match puis que le match d'après on est sur le banc, on essaie une autre paire, je sais pas, est-ce que ça peut peut-être aussi jouer son rôle, j'ai l'impression. Sylvain? Là, j'aurais tendance à dire, on va attendre de voir sur les prochains rendez-vous, mais Guillaume, tu ne penses pas que c'était dû principalement là, sur l'enchaînement de 3 matchs en une semaine, où il a fallu gérer l'effectif? Je me dis, là, on va déjà le voir sur les 2 prochaines semaines, parce que tu vas enchaîner un déplacement à Rennes et tu vas recevoir Montpellier. Peut-être que là, Francaise va nous proposer plus de stabilité par rapport à son 11 de départ, parce que là, c'était 6 changements entre Dijon et Nantes, et je pense à nouveau 6 changements entre Nantes et c'était qui? Angers. Voilà. Sachant que devant, avant ça, tu avais eu le Covid avec pas mal de joueurs qui ont souffert physiquement. Je sais pas, t'en penses quoi? Ouais, je suis en partie d'accord. On va voir. C'est vrai qu'on va voir quand peut-être il y aura moins de matchs qui vont se succéder. C'est sûr que le coach normalement doit avoir une équipe, on va dire presque type en tête, et on verra quand il pourra l'aligner plusieurs fois sur quelques matchs. Un dernier On mot. la connaît l'équipe. Un dernier mot sur ça. Ensuite, on enchaîne, les amis. On passera au tacle par derrière. Eric, tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, mais le problème qui se pose aussi pour le coach, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de match de N2. Donc, il n'y a pas de match pour dire à Ganago ou aux autres blessés, tu vas jouer 1 heure ou 1 heure et demie avec la N2, et ça te permet d'avoir du rythme. Là, aujourd'hui, il est un peu embêté aussi à ce niveau-là. Et le fait qu'il y ait 3 matchs, ça lui a peut-être permis dans la rotation de donner un peu de rythme à Ganago. On voit que Fofana, pareil, il a joué, mais il a été moins influent et moins bon. Donc les mecs, il faut qu'ils retrouvent le rythme. Mais malheureusement, il n'y a que les matchs qui vont donner du rythme. Les entraînements, c'est bien, mais la compétition, ça reste un autre domaine. Très bien, on va enchaîner avec les tacles par derrière. Il nous reste 2 consultants. Oui, c'est Rémi Buzine et mon ami Guillaume Gillet. Alors, les supporters ont décidé de tacler par derrière. Regardez le sondage. Eh bien, c'est Seko Fofana qui arrive en tête des votes. 56% ont voulu tacler par derrière Fofana. Medina arrive en deuxième avec 37%. Et ensuite, on a les remplaçants. On y reviendra tout à l'heure d'ailleurs, avec 4%. On parlera de Fofana tout à l'heure dans le débrief, parce que là, Rémi, lui, il veut tacler Medina. Ouais, j'aurais bien mis Fofana aussi, mais moi je veux lui laisser un peu de temps, et c'est vrai que pour l'instant il n'est pas en pleine possession de ses moyens, donc un peu d'indulgence peut-être, mais c'est vrai que son match n'était pas très bon. J'ai voulu prendre Medina parce que c'est vrai que là il y a un coup de moins bien ces derniers temps, ça se voit. Depuis qu'il a été sélectionné avec l'Argentine, on sent que voilà, il y a beaucoup plus d'hésitation dans la relance, beaucoup plus de fébrilité, et c'est vrai que dans une défense à 3 qui a été le point fort du Racing depuis le début de saison, ça se voit vite quand il y en a un qui est un peu en dessous. Et c'est le cas en ce moment de Medina, qui a été excellent au début de saison. Et donc là, on voit quelque chose de très contrasté, de même totalement différent. Beaucoup de fautes d'attention, parfois je parlais des relances, beaucoup de cartons jaunes aussi. Je crois qu'il fait partie, il a 5 cartons jaunes. C'est l'un des joueurs les plus avertis du championnat. Donc un passage difficile. Après, il faut espérer que ce n'est qu'un passage difficile. J'entendais Francaise qui parlait des soucis d'adaptation aussi par rapport à la langue, le fait qu'il est un peu seul, etc. Donc voilà,
indulgence aussi d'un côté, mais espérons qu'ils se remettent très vite dans le bon sens. Alors justement, on va rebondir sur le tacle par derrière de Guillaume Gillet. Mais avant, regardez le message de Théo. Pour moi, c'est Medina, même si ça se joue de peu avec Fofana. Ça fait déjà 2-3 matchs qu'il n'est pas dedans. Et je pense franchement qu'il mérite de faire un petit tour sur le banc, car ses passes et relances à l'image de l'équipe étaient catastrophiques. Et là, transition parfaite avec mon ami Guillaume, qui lui a décidé de tacler avec une question. Pourquoi continuer à snober notre Radovanovic? Oui, c'est une question que je me pose parce que on voit que Medina, malgré un très bon début de saison, rentre un petit peu dans une période plus compliquée. Est-ce que c'est l'adaptation? Il faut toujours un peu de temps pour les joueurs sud-américains, notamment, même si ça va bien commencer pour lui. Donc, je me dis, ouais, on a essayé Massadio, Aïdara aussi, dans ce système à 3. Je pense qu'il avait fait un bon match. Mais pourquoi est-ce que Rado, qui pour moi est une solution sûre. C'est quelqu'un qui connaît la maison, c'est quelqu'un qui connaît aussi très bien ce système de jeu, parce qu'il a toujours évolué dans ce système-là presque à Lens. Pourquoi est-ce qu'on continue de pas lui faire confiance? Certains me diront qu'il a fait un mauvais match à Lille, mais je pense que c'était son premier match aussi de la saison et que pour moi il faut le remettre à un moment donné sur le terrain. Sylvain, tu as une réponse? Pourquoi Rado, non, on le fait pas jouer là? Je n'ai pas forcément de réponse, c'est de l'interprétation par rapport à tout ce qui se passe depuis le début de la saison et depuis l'avant-saison. C'est-à-dire que je pense que dans l'esprit de Franck Reyes, il n'a pas, entre guillemets, le niveau pour intégrer son 11. Il a ses 3, Medina, Grady, Badé. Et puis après, il y a un joueur intermédiaire qui est rentré dans la boucle, c'est Aïdara, qui peut venir donner des coups de main, comme tu le disais, Guillaume, à la place de Medina. Et puis après, il y a les 3 titulaires de la saison dernière que tu as bien connus, Fortes, Diallo, Radovanovic. Mais pour moi, ils partent de très loin. Et en plus, Rado, il a eu l'opportunité de partir. Enfin, il était dans les plans pour quitter le club pendant le mercato. Donc pour moi, aujourd'hui, il n'est plus du tout dans les plans de l'entraîneur. Et en effet, on ne peut pas le juger sur Lille, parce que comme on parlait de Fofana, comme on parlera de Fofana, il avait besoin de rythme et se rater à Lille, c'est normal. Ça peut arriver dans le derby. C'est assez logique qu'il ait pu se planter sur le derby. Donc pour moi, voilà, il est loin dans l'esprit de Francaise. C'est l'explication pour moi. Guillaume? Oui, ce qui est, c'est que je me dis que dans ce cas de figure-ci, c'est que personne n'est gagnant, ni le joueur, ni le club qui pourrait éventuellement, s'il décidait que Rado ne fait plus partie des plans, partir pour une somme de transfert. Donc voilà, j'ai l'impression que là on est un peu en train de gâcher quelqu'un qui a prouvé pour moi pas mal de choses depuis qu'il arrive à Lens. Allez, on va passer à la deuxième partie de Lens Foot. Voici le débrief. Lens Foot. Le débrief. Donc, défaite de Lens, 3-1 face à Angers. On démarre avec le classement. Petit coup d'œil, on est donc 9e avec 18 points. Quelques statistiques, 64% de possession de balles. Regardez, possession toutefois trop stérile. D'autres stats qui vont dans le même sens. Lens a fait 652 passes. Angers, 360, ça va être pratiquement du simple au double. On a également 24 centres pour Lens, 14 pour Angers, 5 tirs cadrés contre 7 pour Angers. Comment, Eric, expliquer les difficultés offensives du côté lensois, alors qu'en début de saison, c'était clairement notre point fort? Comment tu peux l'expliquer ça aujourd'hui? Je pense qu'aujourd'hui, les équipes adverses ont vu aussi les matchs de Lens et ils s'adaptent aussi par rapport à ça. Après, sur ce début de match, on doit être quand même devant, quoi. Il y a Kalimuendo qui frappe le gardien à l'arrêt, il y a le coup franc sur le poteau, il y a un décalage où c'est Klose qui fait une bonne maîtrise, mais il frappe au-dessus. Les situations, tu les as quand même. Après, c'est un manque d'efficacité. Rappelle-toi, la tête de Romain Thomas. La première action, elle est angevine. La tête de Romain Thomas sur un coup franc. Ouais, non, mais je veux dire, à 5 mètres. mais t'as quand même des occasions, quoi, je veux dire. Ouais, bien sûr. Angers aussi. Les occasions, non, mais c'est parce qu'on parle d'efficacité, inefficacité. Là, je parle sur l'inefficacité, offensive. Donc, les occasions, tu les as quand même. Après, c'est peut-être que ça sourit un peu moins. Il faut continuer à travailler. Mais après les stats, le nombre de passes de Lens et de Angers, moi, ne me surprennent pas.
Tu as une équipe qui est en contre. possession et puis tu as l'autre qui est en transition. Donc, dès qu'elle récupère le ballon, elle ne fait pas 50 passes derrière. Le plus vite, c'est trouver un relais et trouver les attaquants. Et aujourd'hui, c'est comme ça que tu es en danger. Sylvain? Moi, le souci aujourd'hui que j'ai par rapport à ce schéma, moi, j'adore ce que propose le Racing. Parce que tu te régales. À la mi-temps, on s'est regardé avec Eric, on s'est dit, putain, c'est déjà la pause en fait. Il s'était passé tellement de choses. Tu sais qu'avec le Racing, tu vas vraiment passer un bon moment. Mais le souci, c'est une question d'équilibre. Parce que Eric l'a dit aujourd'hui, les autres te connaissent parfaitement. Angers est venu, ils ont joué bloc médian et ils se sont dit, à la récup de balle, on se projette et on va dans le dos. Et ils n'ont fait que ça. Alors, c'était très, très bien joué et ils l'ont parfaitement bien fait. Aujourd'hui, jouer le Racing Club de Lens, c'est ça. Alors, je me dis, quels vont être les schémas de compensation que vont trouver les membres du staff technique pour contrecarrer ça. Parce qu'on aime cette ambition, mais au bout d'un moment, il va falloir un peu plus de contrôle. Parce que là, la perte de balle, à chaque perte de balle dans l'entrejeu, c'était une occasion pour Angers. C'est pas possible. Tu ne peux pas continuer comme ça. Le repli défensif, c'était le néant. Rémi? Après, est-ce qu'il faut vraiment tout remettre en... On a quand même fait aussi un beau match à Dijon il y a quelques jours. La doublette du milieu de terrain, je pense, finalement, n'a pas été à la hauteur. On se posait beaucoup la question, est-ce qu'il faut mettre Cahuzac, Doucouré ou Fofana? Moi, c'est vrai que l'idée de Doucouré-Fofana me paraissait séduisante sur le papier. Finalement, ça ne s'est pas traduit sur le terrain. Donc, l'absence de Yannick Cahuzac... On va y revenir dans un instant sur la paire de milieu. Et finalement, on voit aussi d'un point de vue tactique que ça n'a pas marché au milieu de terrain, qu'on était passé à ce niveau-là. Sur le plan offensif, pareil. Après, il y a des matchs sans et il y a moins l'effet de surprise qu'au début de saison. C'est ça aussi qu'il faut dire. Ouais. Je complète ce que dit Sylvain en disant c'est vrai qu'au début de saison, on arrive, il y a un schéma de jeu. Voilà, le Racing est un promu. Peut-être certains prennent un peu le Racing de haut. Et puis là, aujourd'hui, on le prend au sérieux, on analyse son jeu et on voit qu'il y a aussi des possibilités de pouvoir le prendre à revers. L'exemple lillois, au-delà de leur qualité, c'est aussi parce qu'ils avaient réussi, d'un point de vue tactique, à contrer le dispositif qui était mis en place par Francaise. Oui, et Lens avait continué à jouer, même mené, on avait continué à ouvrir, et au final, ça te fait 4-0. On a Alex, supporter, qui veut parler de la différence de maîtrise, justement, entre les deux mi-temps. Écoutez, c'est la première fan zone de l'émission. Lens Foot. La fan zone. Salut les gars. Alors moi ma question elle est assez simple. Comment expliquez-vous que l'on puisse avoir autant de maîtrise dans nos premières périodes depuis le début de saison, avec peut-être une ou deux exceptions, et qu'arrivant en seconde période on ne soit pas capable de répéter et de maîtriser autant qu'en première, et que parfois on se fasse rattraper ou qu'on perde le match comme face à Angers. Je pense également au match contre Reims qu'on a failli perdre sur le fil, et aussi au match de Nantes qu'on malheureusement on n'arrive pas à aller chercher la victoire. Voilà, merci. Sylvain. Je pense que tu peux pas forcément faire le comparatif entre cette deuxième période et les autres deuxièmes périodes. Voilà, là tu reviens, tu prends en plus le but sur corner et après tu te dévoiles, tu te livres et c'est pas forcément le scénario d'autres deuxième mi-temps depuis le début du match. Je pense pas que tu puisses faire un comparatif avec d'autres deuxième périodes depuis le début de la rencontre. C'est le scénario de ce match-là qui fait que voilà, Lens s'est fait ouvrir. On va s'attarder maintenant sur le milieu de terrain, parce que là il y a quand même pas mal de choses à dire avec un message de Pierrick. Clairement, le milieu de terrain, Doucouré et Fofana, aucun n'a pris le rôle de sentinelle devant la défense. Résultat, à chaque perte de balle, et mon Dieu, il y en a eu un paquet. Le SCO était limite en supériorité numérique face à notre défense. Rémi, convaincu par la paire Doucouré-Fofana ou pas? Non, pas vraiment, justement. Moi, c'était celle dont je rêvais au départ, où je me disais que ça pourrait être super complémentaire. Après, on ne sait jamais par la suite. Peut-être que par la suite, ça pourrait évoluer. Mais là, de ce qu'on a vu hier, c'était pas complémentaire. Et ça a été un peu la clé du match. On a été dépassé au milieu de terrain. Malheureusement, Seko Fofana a perdu beaucoup de ballons aussi au milieu de terrain. Enfin, voilà, vraiment, ça n'allait pas. Et on a vu que l'abattage que peut avoir au milieu de terrain un joueur comme Cahuzac est super important et manquait finalement. Eric? Sylvain? Ouais, mais ce qui est fou, en fait, c'est de te dire que tu prends des contres alors que tu as perdu le ballon à 60 mètres de tes buts. Et il y a eu des occasions, il y a des ballons qui sont partis dans le dos. Les mecs partaient depuis leur terrain. Je me rappelle un moment de Jimmy Cabot, après une perte de balle de Doucouré, de Fofana, et hop, il est lancé, et 60 mètres de ton but, que tu te fasses contrer à 40 mètres de ton but. Non, là, voilà, il y avait un vrai problème d'équilibre. Et pour moi, l'un des absents a eu raison, c'est Cahuzac. Cahuzac, voilà.
Guillaume parlait des matchs, du rythme des matchs à un match par semaine. Cahuzac, Ouais. pour l'instant, il est juste indéboulonnable dans cette équipe pour faire respecter cet équilibre, en fait. Eric, Cahuzac, c'est le patron? Indiscutable? Au milieu? Si on regarde ce match-là, oui. Après, circonstances aussi par rapport à Fofana, qui est à sa deuxième rencontre comme titulaire. Il a été blessé 4 mois, donc il faut retrouver le rythme, il faut retrouver sa place sur le terrain aussi, parce qu'il Ouais, mais découvre les joueurs. Eric, dans le profil de joueur, c'est un peu c'est deux box-to-box finalement, Doucouré et Fofana. Celui qui peut poser, comme on disait, être sentinelle, c'est plus KU. Ouais, mais Doucouré et je pense Fofana que ne sont pas des sentinelles. Doucouré, il a l'intelligence pour rester devant, être en place et puis ressortir les ballons. C'est un registre différent de Cahuzac. Après, le schéma, c'est 3-4-3. Quand tu perds un ballon et que tu n'as que Doucouré devant la défense, c'est quand même compliqué après d'utiliser et de défendre sur la largeur. Donc, il y a tout ça aussi. Mais après, comme l'a dit Rémi, moi, j'étais impatient de voir aussi la paire Doucouré-Fofana. Sur ce match-là, elle n'a pas été performante, mais je demande à revoir cette paire-là quand Fofana sera en pleine possession de ses moyens. Guillaume, tu es d'accord avec Eric sur Cahuzac? Ouais, je suis d'accord. Bon, KU, on connaît tous ses points forts. C'est quelqu'un qui est intelligent, qui, grâce à son placement, peut justement annihiler des contre-attaques adverses. Donc, c'est vrai que c'est un joueur qui est important dans ce schéma-là, surtout s'il n'est pas sur le terrain, si on ne briefe pas les joueurs qui le remplacent, et essayer au moins de jouer un peu le même rôle, donc c'est-à-dire quelqu'un qui reste vraiment en contact avec sa défense. C'est vrai qu'il peut y avoir des problèmes, on l'a vu beaucoup en deuxième période. Sylvain. Et moi, ça m'intéresse d'avoir l'avis de Guillaume sur ces deux postes-là devant la défense, parce que ça, c'est un poste que tu as pratiqué, que tu pratiques. Toi, à ce moment-là, dans le match, quand tu sens que ça part un peu dans tous les sens, qu'est-ce que tu dis à tes coéquipiers? Qu'est-ce que tu fais, en fait? Si tu es Doucouré ou Fofana, qu'est-ce que tu fais? Le gros problème, c'est qu'on court derrière le résultat. Donc forcément, il y a une grosse partie de l'équipe qui a envie de continuer d'attaquer. Je pense qu'à partir du moment où ce n'est que 1-2, il y a encore rien de mal fait. Il y a encore la possibilité de revenir. Donc à ce moment-là, il faut être lucide. Je pense pas qu'il faille se jeter à tout prix vers l'avant. Et c'est vrai que c'est aussi juste par de la communication qu'on peut résoudre des problèmes comme il y en a eu en deuxième période. Donc rappeler par exemple des joueurs offensifs à faire un peu plus de travail. Et voilà. On va enchaîner avec une autre question, une autre fan zone. On reste sur les milieux avec cette question. Lance Foot. La fan zone. Salut à tous, alors moi j'avais deux questions. La première c'était de savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Seko Fofana. Et la deuxième, que pensez-vous de la gestion de Charles Boly? Ça fait 2 matchs qu'il n'est pas dans le groupe, malgré qu'il retourne de blessure. Et je pense que pour concurrencer certains, ça pourrait faire du bien. Donc voilà. Alors, donc, Seko Fofana, on vient d'en parler. Un mot sur cette question donc, de Clémence sur Boly. Est-ce que quelqu'un a des infos? Non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport à Charles. C'est qu'il a été blessé longtemps et aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas de temps de jeu, il n'y a pas de match. Et après, c'est aussi un équilibre. Si tu prends Aïdara, Silla, qui sont déjà gauchers, tu rajoutes le petit Boly, ça veut dire que tu enlèves un attaquant. Après, c'est aussi un équilibre d'équipe sur le terrain et sur le banc pour pas empiler les joueurs avec à peu près les mêmes caractéristiques. Donc, je pense qu'il y a ça aussi. Tu es obligé de faire un choix par rapport à des joueurs. Et aujourd'hui, peut-être que Charles, sur le plan physique, il n'est pas non plus prêt pour jouer et rentrer et donner le maximum, même sur 20 minutes, parce qu'il faut mettre du rythme quand même dans les matchs. Si tu n'as pas joué pendant un moment, et je pense qu'il n'a pas joué depuis longtemps, hein, Charles, c'est pas facile de rentrer comme ça. Imagine, tu rentres dans un match comme ça contre Angers. Ceux qui sont rentrés, les 5, là, ils n'ont pas été bons. Mais le petit Boly, ça aurait été pareil, quoi. Ça aurait été très compliqué. Pour terminer sur le sujet Boly, j'aimerais entendre Rémi et ensuite Guillaume. C'est un très bon joueur. Après, il y a la question parce qu'il n'y a pas de N2 et aussi le fait qu'il y a une concurrence à gauche quand même qui est importante.
hein. C'est-à-dire que tu as Silla qui arrive un peu sur la pointe des pieds au départ, très critiqué comme recrutement et qui finalement fait un bon début de saison. Aïdara, sans que ce soit flamboyant, ça tient la route. Donc il arrive à un poste où malheureusement. Le petit Bourra qui n'est plus dans le petit Bourra aussi, ouais. Et puis on pourrait même, il y a aussi Medina qui pourrait jouer à ce poste-là. Enfin, en gros, il y a pas mal de joueurs qui peuvent y aller. Et donc, c'est ça aussi, cette concurrence. Après, moi, ce que j'aimerais voir, c'est aussi au milieu de terrain, dans un registre plus offensif. Je sais pas, toi, Eric, si tu le connais bien, à ce poste-là, par exemple, en tant que doublure de Kakuta, par exemple, est-ce que ça pourrait être une bonne alternative? On voit qu'aujourd'hui, le pressing qui est demandé par Franck en seconde partie de match, on a parfois du mal. Est-ce que la fraîcheur d'un joueur comme Charles Bolly en poste de numéro 10, elle pourrait être intéressante? Je crois que en N2, il jouait en 4-4 de losange et il jouait justement en pointe haute parce qu'il a cette faculté à éliminer, à trouver des passes, à concéder des fautes sur lui et avoir des coups de pied arrêtés très dangereux. Donc, je pense que son poste, il est là. Mais on a vu aussi qu'il pouvait dépanner sur le côté gauche parce qu'il a cette facilité pour éliminer et puis il a surtout un super pied gauche pour mettre les ballons. Donc, il est utilisable dans les deux postes. Mais c'est vrai que derrière les attaquants, il pourrait être utile aussi. Mais je pense que l'année dernière, ça a été fait et cette année, le coach l'avait envisagé aussi. On termine avec Guillaume sur le cas Charles Bolly. Ouais, juste pour Charles, c'est un joueur qui a un profil un peu différent quand même de Silla et Aïdara. C'est quelqu'un de quand même qui a une grosse vivacité, qui a un très bon dribble. Donc je pense qu'à un moment donné, il aura une carte à jouer. Mais au-delà de ça, on se rend compte que le noyau de Lens finalement est assez pléthorique. On voit vraiment que le coach a beaucoup de choix pour chaque poste et que j'aimerais pas être à sa place quand tout le monde sera à 100%, même si c'est un choix de luxe, c'est toujours mieux. Sico, à mon avis, est bien placé pour le savoir, d'avoir beaucoup de bons joueurs pour un poste. Mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de solutions. On va enchaîner avec une question. Alors là, c'était une question pour notre ami Franck Quedru, qui n'est pas là, qu'on salue au passage. C'est Jibek qui nous envoie la question. Encore une décision qui ne va pas dans notre sens. Pourquoi la VAR n'a pas réagi, ni aucun arbitre? Penalty indiscutable pour Lens, oublié. Un avis, les consultants. On rappelle les faits. Corner. Je crois qu'il y a un défenseur angevin qui va au premier poteau à la lutte avec Sotoka. Et il y a main qui est indiscutable. Moi, j'ai rien vu. Oh non! Je te jure, demande à Sylvain. Oh les gars! C'est indiscutable! C'est indiscutable! Tu vas sur les réseaux sociaux. Excuse-moi Rémi, 2 secondes. Sur les réseaux après. 2 secondes. Allez sur les réseaux sociaux, franchement, c'est indiscutable. On la voit sur n'importe quel angle. Alors attends, c'est indiscutable. Elle est comment la main? Elle est comme ça? Ouais, elle est au-dessus de Sotoka. Presque. Je te promets. Il n'y a pas un joueur qui a crié, qui a dit personne. Donc c'est pour ça que je te dis, tu dis, t'es étonné, mais avec Sylvain, on a l'écran. Sincèrement, à aucun moment on a eu un doute sur une phase comme ça où il y aurait pu avoir une tige. Ouais, rien du tout, tu vois, même. C'est incroyable. Non, je te jure, on n'a pas fait attention, et même les joueurs lensois. On a commenté le bon match. On a commenté le bon match. Je sais pas, il y avait Cédric Mionnet et NGFI dans le. Je sais pas, c'est trompé. Non, mais sincèrement, je te dis, on n'a pas fait attention, on n'a pas vu un joueur lensois. Si personne ne met la pression. Aller voir l'arbitre. Bon, écoutez, il n'y a que moi qui ai vu. C'est comme ça. Je l'ai vu aussi, mais. Alors, Rémi. Non, mais c'est vrai que sur l'instant, en fait, personne ne s'en rend compte. Il n'y a aucun joueur qui bronche. Et même moi, pendant le match, je me suis dit, bon, il n'y a rien. Puis c'est après, en voyant sur Twitter, je sais pas quel tweetos l'a découpé et mis sur Twitter, mais bravo à lui parce que. Ah ouais, franchement, quand tu vois là. Alors oui, effectivement, pendant le match. Mais attends, les mecs dans les camions, là, dans la VAR, ils ont 25 000 caméras. Ils sont en train de faire une belote. Qu'ils arrêtent de jouer à la belote et qu'ils regardent un petit peu les actions. Non, mais sans déconner. Alors, attends, c'est quoi? C'est un corner? Vraiment, c'est corner, mi-hauteur et qui lance la main comme ça au-dessus de Sotoka. Ouais, c'est au niveau de l'épaule de Sotoka. Il va à la lutte. Oui, mais alors après, ça dépend comment est le bras. Parce que souvent, les arbitres, si le bras il est au-dessus des épaules, ils considèrent que voilà, c'est geste qui n'est pas naturel. S'il est long du corps, il y a débat. On va pas épiloguer là-dessus. Tire à voir, mon Sylvain. Et tu me diras ce que t'en penses. Tu m'enverras un petit message demain au petit déjeuner. Je suis allé, mais je trouve pas. Je te l'enverrai. Avant de parler du prochain adversaire, une question de supporter fanzone pour Sylvain Charlet. Lens Foot. La fanzone. Salut l'équipe. Alors, moi j'avais une question pour Sylvain Charlet sur la situation financière du club. Savoir un petit peu ce qu'il en pensait, sachant que sur les dernières années, le gros problème, c'est qu'on avait des charges de Ligue 1 et des produits de Ligue 2, donc financièrement, ça pouvait pas se faire.
Est-ce que cette année, pour autant, c'est la bonne, sachant qu'on a des gros transferts comme Seko ou encore Ganago, qui pèsent lourd sur les finances du club, et surtout si on n'a pas les redevances de Mediapro, comment on va pouvoir faire? Est-ce qu'on sera obligé de vendre ou peut-être obligé de, je sais pas, peut-être même licencier? Est-ce qu'il a des avis sur ça? Est-ce qu'il en sait un peu plus? Allez, merci l'équipe, bonne journée, bonne émission. Alors, il est poli en plus, Adrien. Il est sympa. Tu réponds, s'il te plaît, Sylvain. Adrien. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, le club est dans la même galère que beaucoup d'autres clubs de Ligue 1. Tu n'as aucune visibilité parce que Mediapro continue à diffuser des matchs sans payer le moindre centime d'euro. Donc ça commence à être un sérieux scandale. Il y a quand même certains clubs qui se sont quand même posé la question de fermer les portes à Mediapro ces dernières semaines. Finalement, ils ne l'ont pas fait. Mais c'est clair que certains s'inquiètent. Je sais qu'à Bordeaux, par exemple, on s'inquiète beaucoup. Forcément, à Lens, on a fait des investissements en se disant, il y a les droits TV, si on arrive à se maintenir, forcément, avec le milliard d'euros qui est à la clé, on va pouvoir retomber sur ses pieds. Il y a des gens il y a pas mal de salariés qui sont au chômage partiel aujourd'hui, donc il faut au plus vite qu'on en trouve une solution. Alors, l'une des solutions alternatives, c'est peut-être de réussir à refiler, pour parler familièrement, le contrat à Canal+, pour permettre au club de toucher l'argent. Mais ça sera plus le même montant. Mais voilà, c'est compliqué pour Lens, mais c'est compliqué aujourd'hui pour tous les clubs, tous les dirigeants se posent énormément de questions. Attends, si Canal, ils arrivent, tu crois qu'ils vont dire on reprend 900 et quelques millions? Non. D'ailleurs, ils vont arriver en disant 600, 700. Ça va être Black Friday. Non, mais c'est clair, ils vont arriver en disant attendez, on peut être les sauveurs, on veut bien vous donner un petit coup de main, mais ça va être mais c'est quand même mieux que rien. Mais c'est quand même mieux que rien parce que Mediapro, ils n'ont pas payé en octobre et là, ils n'ont pas prévu de payer encore une fois là. Donc on fait comment? Au bout d'un moment, si Canal peut proposer 600 ou 700, il va falloir y aller. Malheureusement, même si 700 millions, ça serait beau, ça serait très beau, mais j'y crois pas une seconde. Rémi, on termine. Allez, 30 secondes. C'est surtout aussi pour les promus que c'est inquiétant parce que justement des promus comme Lorient et Lens ont beaucoup basé leur mercato là-dessus. C'est-à-dire que si par exemple Lorient a pu mettre 10 millions d'euros sur Garbage, c'est justement parce qu'ils arrivaient comme un 2 sans trop de charges, sans trop de dettes et avec la perspective de se dire voilà, il y a des droits télé fabuleux qui arrivent en fin d'année. Si là tout est remis en cause, c'est vrai que pour le Racing, c'est un gros coup dur, même plus encore. Donc tout a été basé là-dessus. S'il n'y avait pas des droits télé aussi forts que ceux qui ont été négociés l'année dernière, je ne sais pas si un joueur comme Fofana aurait pu signer à Lens. Allez, on aura l'occasion bien évidemment d'en reparler de ces problèmes de droits télé avec Téléfoot. On enchaîne avec Demander le programme. Lens Foot. Demandez le programme. Alors, les Lensois se déplacent donc en Bretagne pour cette 13e journée de Ligue 1. Une équipe qui a joué la Ligue des Champions, Rennes, mais qui reste sur 3 mauvais résultats en championnat. Êtes-vous déjà au passé en fait? Déjà au passé. Oui. Comme l'OM, ils sont nuls. Donc, Non, mais ils sont éliminés, c'est vrai. Ils ont encore un match. Ouais, mais bon, on le sait qu'ils sont deux éliminés. matchs. Encore 2 matchs. Êtes-vous inquiet, les garçons? Êtes-vous inquiet par une possible spirale négative, Rémi? Ça va être compliqué. C'est vrai qu'on dans le dur, là, il va y avoir beaucoup de matchs qui vont être compliqués avec des adversaires qui sont quand même haut du tableau. Après, ce qui est intéressant, c'est que par rapport au Stade Rennais, je crois qu'il reste sur 11 matchs sans victoire, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quelque chose qui est super intéressant comme statistique. C'est qu'on prend le Stade Rennais à un moment où c'est peut-être le bon moment pour les jouer. Autant il y a des équipes, je pense par exemple le Stade de Reims, on les a pris au moment où ils commençaient à revenir. Là, est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour aller jouer Rennes? Et puis après, le Racing a tendance à vouloir jouer quel que soit l'adversaire. Et ça va être une opposition intéressante face à une équipe de Rennes qui est en plein doute, en pleine crise de confiance actuellement. En championnat, ça se voit. Ce week-end, à Strasbourg, ils ont fait un match qui a quand même été assez compliqué, alors que Strasbourg, pourtant, est dans les bas-fonds du classement. Mais opposition intéressante, mais la crainte justement que les prochaines semaines, c'est vrai qu'on s'est habitué à un début de saison où on a eu des très très bons résultats, où on a enchaîné victoire sur victoire. Il faut s'attendre à ce que les prochaines semaines soient dures et on rentre dans le dur quelque part, quoi. Alors, Sylvain. Je regardais les statistiques. Rennes reste sur 5 matchs sans la moindre victoire, toutes compétitions confondues. Et en fait, sur les 10 derniers matchs, toutes compètes, c'est une seule victoire. Et c'était le 31 octobre face à Brest. Succès 2-1. Donc, c'est une équipe, comme le disait Rémi, qui est dans le dur. Mais attention, elle peut se réveiller, parce qu'il y a du talent.
On a posé la question aux supporters. Regardez, êtes-vous inquiet par une possible spirale négative ou le début de saison et les points engrangés vous permettent de voir venir ces matchs sereinement? On rappelle donc les 3 matchs compliqués. C'est donc déplacement à Rennes, on reçoit Montpellier si je dis pas de bêtises et on va à Monaco. Est-ce que vous faites partie de la team des inquiets ou la team des sereins? Eh bien, les supporters font partie de la team des sereins, 62% contre 38%. Messieurs, je vous pose la même question. De quelle team êtes-vous inquiet ou la team des sereins? Guillaume. Ouf. Moi, je dis. Quelle team? Serein ou inquiet? Plutôt inquiet. D'accord. On reviendra. Je veux juste faire un petit tour de table. Eric, laquelle team? Plutôt serein. Team des sereins. Rémi? Prudent. On dirait Emmanuel Macron. Non, mais on dirait Emmanuel Macron. Je veux rester serein parce qu'on a la chance d'avoir 18 points. On a la chance d'avoir 18 points et c'est quand même pas mal. Mais t'as pas le droit de développer, c'est un mot. Non. Team serein ou team inquiet. Ensuite, tu développeras. Allez, dépêche-toi ou c'est carton rouge. T'as dit quoi? Serein. Serein, ok. Serein. Sylvain? Inquiet. Team inquiet. Guillaume, alors pourquoi t'es plutôt inquiet, toi? Moi, c'est vrai que le programme là qui se présente, c'est du costaud. C'est que des équipes qui sont classées au-dessus. Alors, d'un autre côté, ça peut paraître paradoxal. Je dis inquiet, mais je me dis que peut-être c'est plus facile pour Lens d'être dans la peau de l'outsider que d'être dans la peau du favori, comme notamment face à Reims ou à Angers. On a vu que ce genre d'équipe-là, il faut pas les prendre de haut parce que ce sont des équipes qui ont déjà un gros vécu de Ligue 1 depuis des années. Donc, peut-être se sublimer lors des grosses rencontres. C'est ça qui me maintient quand même un peu dans la sérénité, je vais dire, même si le programme est costaud. Le contraire, team serein, Eric? Serein parce que tu as un matelas de points quand même qui te permet de ne pas être dans le doute. Et ça, c'est hyper important. Aujourd'hui, tu as un promu. Tu as pris 4 points sur 9 dans la semaine. Donc, même si tu as perdu contre Angers, bien sûr qu'il faudra rectifier certaines choses. Mais comme l'a rappelé, je crois, Guillaume, c'est des matchs quand des adversaires meilleurs avec un potentiel ou sur le papier plus fort que toi. Donc, est-ce que le match sera peut-être différent? Ils le prendront peut-être différemment. Mais moi, je suis pas inquiet, sincèrement. 18 points aujourd'hui. Et quoi, on est à combien de journées 13e journée. Enfin, 12 journées, on va sur la 13e. Là. Il te reste encore 5 matchs avant la fin des matchs allés. Tu gagnes 2 fois, ça te fait 6 points, tu es à 24. Et il te faut encore 16 points derrière. Il ne faut pas oublier que l'objectif, c'est le maintien. Mais imagine, oui. Imagine, il reste 5 matchs avant la trêve, ça tourne au fiasco. On va dire, on prend 1 ou 2 points sur ces 5 matchs. Ça peut vite gamberger, je pense, dans les têtes. Puis il y a la trêve qui arrive, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un beau matelas de points, mais il serait quand même intéressant de grappiller quand même quelque chose. Ah oui, non, mais je suis d'accord avec toi, hein, Guillaume. Ça peut, si tu perds un match ou 2 de suite, ça peut remettre tout en cause. Mais bon, aujourd'hui, on n'en est pas là. Il y a une semaine de récupération. Rennes va aller en déplacement là à Krasnodar, là, je sais pas où là. Ils vont rentrer je sais pas quand. Ils vont enchaîner le match derrière. Non, mais c'est vrai, il y a ça aussi à prendre en compte. Donc, s'ils perdent, ils sont éliminés même de la Ligue Europa. S'ils gagnent, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa. Donc, il y a tous ces aspects-là aussi à prendre en compte, quoi. On va aller faire un petit tour sur Twitter. On a Captain Ougour qui écrit « Ça va être compliqué, 3 grosses écuries. Nous allons avoir des situations. À nous d'être le plus réaliste possible. 3 points, ce serait déjà bien, je pense. » Et Special One, lui, écrit « Pour moi, c'est 2 points sur 9 et ce serait déjà bien. » Eh bien, vous savez quoi? Vous allez vous mouiller également. Vous allez faire comme Special One. À votre avis, combien de points Lens va prendre sur les 3 prochains matchs? Rennes, Montpellier, Monaco. On fait un petit tour de table. C'est parti, Eric. Combien de points sur 9? 4. 4 points. Sylvain? 2. 2 points. Guillaume? 1. Oh, le coup de massue qu'il vient de me donner, là. Rémi? Allez, 3. 3 points. Eric, tu dis 4 points. Tu le vois où, la victoire?
Monaco. Non, mais je pense qu'ils vont faire un nul contre soit Montpellier, Monaco, peut-être gagner à Rennes ou gagner à la maison et faire un nul à l'extérieur. Moi, je vois bien une victoire contre Monaco. Je sais pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi. J'ai une vision. Après, on parle de ça, mais Monaco, peut-être que c'est dans 3 semaines et Monaco sera moins bien. Peut-être qu'on aura. Enfin, voilà, après, il y a plein de choses qui entrent. Est-ce que vous effectuez des changements dans le 11 de départ? Si oui, lesquels? Vous partez avec quelle composition? Le 11, on veut un 11 de base là avec Guillaume. Moi, je prends le 11. Bon, il faut peut-être sortir Medina, mais derrière Grady Badé plus un troisième. Tu mets qui pourrait être Haïdara? Non, pas Rado. Pour moi, Rado, il est trop loin. Alors, Rado, il revient jamais avec toi. Non, pour moi, il revient pas. Moi, je te parle de l'esprit des coachs. Rado, pour toi, il est cramé. C'est fini, là. Non, peut-être pas. Mais aujourd'hui, là, si tu me dis de faire la compo, je le mets pas. Ok, d'accord. Après, je remets Silla et Klos. Ouais. Je mets KU, Fofana. J'ai un doute entre Ganago et Kalimuendo. Kakuta, Sotoka, mais j'ai un doute entre. Je remettrai Kali. Sotoka, vous laissez Florian Sotoka avec le match qu'il a fait là dernièrement, ou vous en profitez pour mettre Ganago par exemple avec Kalimuendo? Il a assez prouvé quand même, Sotoka. Oui, mais est-ce que tu peux pas le laisser souffler un petit peu? C'est une question. Là, il a une semaine pour souffler, il va se remettre en forme. Voilà, on a eu 3 matchs en une semaine. C'est l'occasion pour lui. C'était compliqué pour ce match-ci, mais pour le prochain, ils peuvent se remettre très bien. Il a été très précieux depuis le début de saison. Il a fait un mauvais match là ce week-end. C'est aussi peut-être pour ça qu'on a perdu parmi d'autres joueurs qui étaient en dessous. Mais ça ne remet pas en cause sa place de titulaire en tout cas. Donc, quel autre changement dans le 11? Guillaume, j'ai fait mon 11. Cahuzac, déjà, on le remet au milieu de terrain. Je veux dire, avec Fofana. Voilà, c'est obligatoire. À la place de qui? Avec Fofana, moi, j'aimerais bien retenter encore parce qu'à Dijon, il avait quand même fait un beau match. Ouais. On a une attente énorme de Fofana parce qu'on voit ce qu'il a fait à Udinese en fin de saison. Mais en réalité, à Dijon, il a fait un match qui était quand même plutôt correct. Il faut attendre un peu qu'il monte en puissance et je pense qu'il peut être relativement intéressant. Et puis après, à l'heure de jeu, on peut faire rentrer Doucouré. De toute façon, c'est un peu le principe. Maintenant qu'on a le droit à 5 changements, on peut aussi avoir une rotation très importante au cours de match. Pas d'autres changements, coach? Non, mais je suis d'accord avec Sylvain par rapport à Rado. Depuis Lille, il n'a pas joué. Donc tu le remettrais dans un match où il va être en galère encore. Et je pense que c'est pas la solution. Après, devant, Flo Sotoka, pour moi, il doit jouer. Indiscutable. C'est pas parce que tu rates un match qu'aujourd'hui tu dois être au pilori et puis on doit te prendre. Je ne dis pas ça. Je dis pas ça. Je pose la question. Si, tu l'as dit tout à l'heure. Mais non, arrête. Avec le match qu'il a fait. En plus, non, mais en plus, non, si, Flo, non. Rembobine, Serge. Et en plus, vous savez quoi? Florian, je sais qu'il y a Florian, il y a Simon, Banza, ils regardent l'émission comme Tony Mauricio et d'autres, donc on les salue au passage. Guillaume, tu fais quelques changements ou pas, toi? C'est vrai que devant, je garde Flo et je l'associe à Ganago. Ok, et il y a Joe Grady, que je salue, qui nous regarde. Qu'on salue très aussi. Souvent. Ouais. La perceuse. Ok. Son surnom, la perceuse. Pourquoi la perceuse? Parce qu'il prend le ballon de son but et il transperce l'adversaire. J'aime bien, c'est fabuleux. J'aime bien ce qu'il fait. Et tu sais quoi, je vais lui envoyer un message. Je vais lui envoyer un message. Tu lui dis que c'est de la part du Belge. Ah, direct. Allez, on passe à la dernière partie de Lance Foot. C'est le jeu des pronostics. C'est parti. Lance Foot. Le jeu des pronostics. Alors là, le résultat des derniers pronos, écoutez, ça va être très rapide, une nouvelle fois, puisque personne ne marque de points. Non mais franchement, donc le classement ne bouge pas. Toujours Guillaume en tête avec Eric, Rémi et Sylvain et Walid avec un point. Et allez, et Franck donc 0 point. Mais avec mon match nul, j'ai pas un demi? Non. C'est quoi les points déjà? Comment ça fonctionne déjà les points? Le bon score, c'est 3 points. La bonne tendance, c'est 1 point. Ok. Et je rappelle que le dernier à la fin de la saison payera le resto à toute la team Lance Foot plus 2 supporters qui seront tirés au sort. Guillaume, moi je m'en fous, je paye en Belgique. Je paye pas chez Guillaume. En fait, je me rappelle quand même avant le match d'Angers que Sico était vraiment le seul qui avait dit je le sens très mal. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'il a pas gagné, tu vois. Non, j'ai dit nul. Ah, t'avais dit non, j'ai mis un partout, mais j'avais dit que j'avais très peur de ce match-là et je voulais pas mettre. J'étais quand même positif et c'est. Écoute, dans le jeu des pronos, il faut pas écouter son cœur, il faut écouter sa raison. Cyril, tu as parfaitement raison, Cyril. Oh là là, il va un demi-point.
On y va, le pronostic, les amis, pour Rennes-Lens. À savoir que j'ai reçu le prono. Je ne les ai pas encore sous mes yeux, encore une fois. Je vous le dirai tout à l'heure. On y va. Guillaume. 2-1 pour Rennes. 2-1 pour Rennes. Oh là là, 2-1 pour Rennes. Mon Dieu. On enchaîne. 2-0 pour Rennes. Sylvain, 2-0 pour Rennes. Est-ce que quelqu'un va miser sur une victoire lensoise ou un match nul? Et vous savez quoi? La surprise, elle va être du coach. Je le sens bien. Coach? Non, sincèrement, Non, mais Rennes, ils sont... Ouais, j'ai pas le droit de parler. Je vais dire... Moi, j'aurais dit comme Guillaume, 2-1. 2-1 pour Rennes. Ok. Allez, un partout. Alors, 2-1 pour Rennes. Attendez, il est où, coach? Il est là. 2-1. Et donc, toi, Rémi, tu dis 1-1. Je dirais un partout. 1-1. Donc, pour l'instant, ouais. Ok. Eh ben, les autres, je les ai pas. On les saura mardi prochain. Bien évidemment. Merci, messieurs. On n'oublie pas donc Rémi Buisine en entretien exclusif avec Monsieur le Président. Ça, c'est quand même la classe. Consultant Pas lance tout foot. seul, hein, il y aura d'autres journalistes avec moi et on prépare ça. Ce sera jeudi dans la journée. Ouais, mais il n'y a que toi qui compte pour nous. Donc, les autres, on s'en fout. Donc, un consultant de Lance Foot en face à face avec le président Emmanuel Macron. Passez une belle soirée, les copains. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, à notre page Lance Foot sur YouTube. Vous cliquez juste en bas à droite, là, tac, et vous vous abonnez. Et comme ça, on va grandir cette famille. Continuez à nous voir. Continuez surtout à parler de Lance Foot autour de vous. Et puis, un hommage à l'image avec le maillot donc de Bouba Diop qui nous a tristement quitté. C'était donc dimanche à l'âge de 42 ans. On n'oublie pas tout ce qu'il a fait, on n'oublie pas l'homme qu'il était, Bouba Diop. Passez une belle soirée, messieurs, une belle journée, une belle semaine à tous. Et prenez soin de vous. Merci. Prenez soin de vous. Allez, salut. Ciao.